Bonjour à tous, donc nous allons poursuivre ce cours avec deux choses au programme aujourd'hui. D'abord la fin des généralités que nous avions commencé à aborder dans le cours précédent, et puis une seconde partie consacrée à la ferroptose, qui est un qui a une dizaine d'années, une nouvelle modalité de mort en lien avec le stress oxydant, qui est un sujet extrêmement changeant, bougeant en ce moment. Et la dernière, je pense qu'à la fin de ce cours, je vous présenterai des données qui ont été publiées dans Nature la semaine dernière et qui répondent à une des questions qui était posée plus haut dans le cours. Donc vous voyez une thématique qui est encore en pleine évolution et sur laquelle je serai peut-être d'ailleurs amené à revenir l'an prochain pour l'approfondir, tant les choses sont importantes et tant elles bougent de manière rapide actuellement. Donc nous avons, dans le cours précédent, vu quels étaient les déterminants du stress oxydant, quels étaient les moyens de réponse, d'adaptation que la cellule était en mesure de déployer pour répondre à ce stress oxydant. Nous avons également vu quels pouvaient être au moins certains des effecteurs de ce stress oxydant. Et donc je voudrais maintenant passer quelques minutes pour décrire avec vous ce que l'on sait aujourd'hui des relations entre stress oxydant et cancer. D'abord, dans un cancer qui est une cellule qui va pousser de manière rapide et désorganisée, eh bien, il y a une consommation d'énergie qui est fortement augmentée. Et dans ces tumeurs à prolifération rapide, les mitochondries sont beaucoup plus actives. Et donc, vous vous rappelez que les mitochondries vont représenter une partie non négligeable, environ la moitié, de la production de radicaux oxygénés. Et on sait que dans des cellules cancéreuses, elles peuvent représenter jusqu'à 1% de la consommation totale en oxygène, en grande partie du fait des fuites au niveau des chaînes de transport des électrons au niveau des mitochondries. Alors, on va voir qu'il y a un effet biphasique finalement de ces ROS sur la croissance des cellules cancéreuses. Dans un premier temps, ces ROS ont un effet positif sur la croissance, ce qui veut dire un effet négatif tout court, puisque positif sur la croissance d'un cancer, ce n'est pas vraiment ce qu'on cherche, mais ils vont avoir donc un effet bénéfique en activant les voies de prolifération, et par ailleurs également en inactivant des voies de rétrocontrôle de ces voies de prolifération. En particulier, il y a toute une série de phosphatases comme PTEN ou d'autres dont l'activité enzymatique va être bloquée par des niveaux même intermédiaires de ROS, puisque ces phosphatases ont une cystéine hyperréactive dans leur site actif. Et donc cet empoisonnement des phosphatases va conduire à une hyperactivation des kinases, cette cascade d'enzymes qui assure le contrôle de la prolifération. Et on va voir qu'il y a effectivement des preuves expérimentales, en particulier si on inactive certaines voies de contrôle du stress oxydant, eh bien on va augmenter l'incidence des tumeurs. Mais il va y avoir une deuxième phase qui, à vrai dire, peut dépendre du type de tumeur, de son évolution, mais dans laquelle le niveau de ROS va encore augmenter, et ces ROS vont devenir délétères pour la cellule cancéreuse. Et du coup, il va y avoir un conflit entre la cellule cancéreuse qui, bien entendu, cherche à pousser plus vite et les ROS qui l'empêchent de pousser. Et on va voir que c'est dans cette circonstance qu'on va voir apparaître des mutations, en particulier des mutations contrôlant la voie NRF2, qui vont avoir pour objectif de diminuer cet impact négatif des ROS sur la croissance et permettre la prolifération de ces cellules cancéreuses. On a donc, pour prendre une image chinoise, le yin et le yang, une première phase positive sur le trophisme de la tumeur et une seconde phase négative. Et ceci a été représenté au fond de la manière suivante. Depuis le tissu normal jusqu'au cancer invasif, il va y avoir une augmentation progressive du niveau de ROS. Et à un moment donné, ces ROS vont être négatifs. Donc tout à fait au début, les ROS vont avoir un effet génotoxique.
Au niveau ensuite de l'initiation, au niveau de la promotion, ils vont se comporter comme des molécules de signalisation qui vont accélérer la croissance. Ils vont favoriser ensuite la transition épithélio-mésenchymateuse, qui va être l'une des phases correspondant à la progression, et en particulier à la progression métastatique. Et puis, au moment de la métastase, on va voir quand ces cellules vont changer d'environnement, et en particulier lorsqu'elles vont passer soit dans le sang, soit dans le système lymphatique, eh bien tout va s'inverser. Là, les ROS vont devenir délétères. Ils vont s'opposer à ce passage dans le sang ou dans la lymphe, et il y a donc d'autres systèmes de contrôle qui sont mis en place, qu'on va voir. Alors, si on prend ça maintenant sous une vue thérapeutique, évidemment, pour anticiper un petit peu ce que je vais dire dans les cours de la semaine suivante, les 2 cours à venir, eh bien, évidemment, le niveau toxique de stress oxydant va être atteint beaucoup plus facilement quand on est sur une tumeur invasive que quand on est sur un tissu normal. Et cette différence finalement de seuil pourrait être l'un des effets, l'une des explications de cet index thérapeutique qu'on cherche à comprendre. Savoir pourquoi est-ce que les traitements anticancéreux sont plus actifs sur des cellules cancéreuses que sur des cellules normales, quand bien même ils s'attaquent à des mécanismes très généraux de la cellule. Alors voilà quelques-unes des preuves promises, vous voyez, publiées dans Nature il y a une vingtaine d'années. Si l'on inactive une enzyme de contrôle du stress oxydant, comme ici la peroxyrédoxine 1, eh bien on va avoir une incidence très augmentée des tumeurs, avec d'ailleurs un effet de dosage allélique. Vous voyez que peu de souris chez les contrôles meurent de tumeurs, alors que chez les souris qui n'ont plus cette enzyme qui participe au contrôle du stress oxydant, eh bien on voit apparaître, outre une maladie auto-immune, on voit apparaître des tumeurs. Dans un autre contexte, les mêmes résultats ont été trouvés. Si on prend des souris chez lesquelles on a exprimé l'oncogène RAS, eh bien, on voit qu'en supprimant cette peroxyrédoxine 1, on va accélérer de manière significative le développement de ces tumeurs, avec là encore un effet dose montrant que ce contrôle du stress oxydant contribue à l'émergence de ces tumeurs. Alors, il s'agit d'effets significatifs. Vous voyez aussi que ce ne sont pas non plus des effets énormes. Et en fait, les effets énormes que l'on voit, ils sont plutôt dans l'autre sens, comme vous allez le voir. Alors, ce qui a été montré ensuite, et donc là on est une dizaine d'années après, toujours dans Nature, des papiers vraiment extrêmement importants. Évidemment, le meilleur moyen de voir quel pouvait être l'impact du stress oxydant sur le devenir des tumeurs, c'est d'inactiver le gène NRF2. Vous vous rappelez que NRF2, c'est ce chef d'orchestre de la signalisation antioxydante. Et évidemment, si on l'inactive, on va complètement abroger ce système de contrôle des ROS. Et donc, dans un premier temps, on a pu montrer que l'expression de l'oncogène RAS induit l'induction transcriptionnelle de l'activité du gène NRF2 et que ceci contribue donc à la diminution du stress oxydant dans des modèles in vivo. Et effectivement, il a pu être montré que dans ces cas-là, on a une diminution des marqueurs de stress oxydant comme le glutathion réduit ou l'oxydation de la guanine. Et comme je le disais à l'instant, l'inactivation du gène NRF2 va en fait ralentir significativement la croissance tumorale, ce qui vous est montré ici sur l'incidence des tumeurs ou sur le taux de prolifération de ces tumeurs. Vous voyez que la prolifération est beaucoup plus importante lorsque l'on a la voie NRF2 est active, donc quand on est capable de se protéger du stress oxydant, que lorsque cette voie est désactivée. Et ceci donc amène à poser 2 conclusions. C'est que le stress oxydant peut ralentir le développement tumoral dans ces modèles qui sont induits par l'expression de RAS, et que par ailleurs, l'activation de NRF2 par RAS va favoriser la transformation cellulaire. Et au fond, quelques années après, on montre la généralité de cette observation à travers un autre modèle, cette fois-ci avec l'enzyme de synthèse du glutathion. Vous vous rappelez cette enzyme
la glutamate cystéine ligase, qui est l'enzyme clé de la synthèse du glutathion. Donc on est dans des contextes où il n'y a presque plus de glutathion. Et vous voyez qu'on a effectivement une diminution massive de la masse tumorale ou de l'incidence de la tumeur dans 3 modèles différents, traduisant donc le fait que dans ce système, le contrôle du stress oxydant, le glutathion, va contribuer à une accélération du développement tumoral. Alors, en fait, comme vous le comprenez, c'est assez compliqué et tout dépend du stade de la maladie cancéreuse auquel on s'intéresse. Alors ça, c'est une très belle revue écrite dans Nature Reviews Cancer par l'équipe de Karen Woosten, qui montre en fait que dans chacune des étapes d'évolution depuis la cellule normale jusqu'à la métastase, on va avoir une influence du stress oxydant, mais qui peut être dans un sens ou dans l'autre, suivant les moments auxquels on s'intéresse. Donc au départ, bien sûr, les ROS peuvent induire du DNA damage. Ils vont induire ensuite, une fois qu'on a une cellule qui est mutée, ils vont pouvoir induire la prolifération cellulaire à travers le contrôle, entre autres, de l'activation des voies de kinase. Et une fois ce début de tumeur constitué, ils vont pouvoir contribuer au détachement des cellules individuelles de la tumeur et qui peuvent se terminer par une mort par apoptose ou au contraire contribuer à travers l'expression de BAC1, de gènes de protection comme NRF2 ou TIGER, à créer une cellule invasive, cette fois-ci capable de survivre dans cet environnement, de rentrer dans des vaisseaux sanguins bien sûr dans lesquels la cellule va être confrontée à des taux d'oxygène très différents, et donc il y a des mécanismes d'adaptation, entre autres le contrôle de la ferroptose, on en parlera tout à l'heure, qui vont permettre la survie dans le sang et secondairement l'adhésion pour créer la cellule métastatique. Il y a également des effets différents qui se passent dans le ganglion lymphatique pour lequel les taux d'oxygène sont beaucoup plus faibles évidemment que dans la circulation sanguine, et on verra justement dans les papiers publiés la semaine dernière dans Nature qu'on a pu décortiquer les mécanismes de survie au sein du ganglion lymphatique et que ceux-ci sont différents de ce qui se passe dans le sang. Alors, ça c'est de la génétique, mais des mêmes conclusions ont été obtenues par de la pharmacologie, cette fois-ci dans un modèle de tumeurs pulmonaires inductibles pour lesquelles on a pu traiter, c'est fait chez la souris bien entendu, et on a pu traiter avec des antioxydants très forts comme le N-acétylcystéine, l'un des précurseurs du glutathion, ou de la vitamine E à très forte dose. Et vous voyez que dans les deux cas de figure, le traitement par des antioxydants conduit à une augmentation massive de la taille tumorale et de manière encore plus drastique, peut-être par l'intermédiaire du contrôle du processus métastatique, à une accélération de la mort qui est extrêmement significative, comme vous le voyez, en présence de ces traitements antioxydants, démontrant donc que dans ces modèles, les ROS freinent la progression tumorale et qu'un tamponnage très fort de leur activité va conduire à une accélération majeure, massive de la mort. Alors, ceci, évidemment, a conduit à se repencher sur des observations médicales anciennes, des essais cliniques menés de manière prospective sur de grandes cohortes de patients, à la fois en Finlande et aux États-Unis, à une époque où on pensait effectivement, on pensait surtout à la première phase de la maladie, c'est-à-dire qu'on pensait essentiellement que les ROS allaient promouvoir le développement des cancers, et donc on a, de manière prospective, proposé à des patients, je crois qu'ici il s'agissait d'anciens fumeurs ou de fumeurs en activité, donc qui étaient très à risque de cancer du poumon, eh bien on a pu les complémenter avec du bêta-carotène, avec l'espoir que l'activité antioxydante de ce bêta-carotène allait diminuer l'incidence des cancers. Et ce qui a été observé, malheureusement, c'est très exactement l'inverse.
c'est-à-dire qu'en présence de complémentation avec du bêta-carotène, vous voyez qu'il y avait une accélération tout à fait claire du développement des cancers pulmonaires et de la mortalité, ce qui a bien sûr conduit cet essai à être arrêté dès que ces effets ont été observés. Et puis, on verra dans le 4e cours qu'il y a des choses assez similaires qui ont été observées pendant le traitement de cancer ORL par de la radiothérapie. Et on a pu voir de manière prospective que la complémentation par de très fortes doses de vitamine E avait en fait un effet négatif sur la rechute. Et que probablement la complémentation en vitamine E à forte dose allait bloquer une partie des effets curatifs des rayonnements. Et enfin, cette idée que le contrôle du stress oxydant était quelque chose d'important dans le devenir des tumeurs naturelles, si j'ose dire, chez les patients, eh bien, a été bien sûr confortée par l'existence de mutations. Alors ces mutations peuvent survenir soit dans NRF2, soit dans KEAP1. Vous vous rappelez que NRF2 est le facteur de transcription, que par l'intermédiaire de ces deux sites, il va pouvoir être lié à KEAP1 et que KEAP1 est une enzyme, est une protéine qui est à la fois impliquée dans la détection du stress oxydant et dans le recrutement de 3 ligases qui vont conduire à la dégradation de NRF2. Et ce qu'on a pu trouver chez jusqu'à 25% des tumeurs pulmonaires, et probablement autant pour les tumeurs de la sphère ORL, eh bien qu'il y a des mutations de KEAP1, et ces mutations sont des mutations de type perte de fonction, c'est-à-dire que ces mutants KEAP1 ne vont plus être capables de se lier à NRF2, et donc NRF2 va être activé de manière constitutive, ou inversement, on peut avoir des mutations de type gain de fonction de KEAP1 qui sont principalement des mutations au niveau du site de liaison de KEAP1 sur NRF2, et donc ces mutations gain de fonction de NRF2, là encore, vont conduire à une activité constitutive de la signalisation antioxydante dans ces modèles. Et par ailleurs, on a pu montrer que dans des lignées cellulaires, avec mutation de KEAP1, l'extinction de NRF2 abolissait tous les effets de la mutation, ce qui montre bien que c'est par l'intermédiaire du contrôle de l'activité NRF2 que ces mutations de KEAP1 ont été sélectionnées. Et bien entendu, ces mutations vont permettre une bien meilleure tolérance au stress oxydant, ce qui va permettre donc d'outrepasser cet effet antiprolifératif finalement des mutations d'EROS pendant la cancérogénèse, mais comme on le verra dans les cours prochains, ces mutations sont également associées à une résistance à la chimiothérapie, une résistance à la radiothérapie, ce qui donne un argument génétique très fort pour penser que la radiothérapie ou la chimiothérapie agissent au moins en partie par l'intermédiaire de la création de stress oxydant aigu. Et donc, une image tirée d'une revue qui montre toutes les différentes manières dont ces mutations et l'hyperactivation de NRF2 peuvent favoriser le cancer, eh bien à travers un effet direct sur la prolifération, à travers des altérations métaboliques, la résistance à la mort, des effets également dont on parlera assez peu sur l'échappement au système immunitaire, et puis des effets propres sur l'invasion et les métastases dont on va parler dans un instant. Pourquoi? Parce qu'en fait, il existe un deuxième gène de la même famille qui s'appelle BAC1, et BAC1, en fait, est capable de se fixer aux mêmes éléments de réponse que NRF2. Vous voyez, ces éléments sont partagés. C'est un système assez classique dans le contrôle de la transcription, avec finalement une protéine qui a une fonction activatrice et une protéine homologue qui est essentiellement appartient à la même famille de facteurs de transcription qui a, au contraire, cette fois-ci, un effet négatif. Ce qui complique évidemment et rend plus intéressant l'activation de ces gènes, puisqu'on est maintenant dans un système à deux inconnus, avec deux possibilités de variation. Et des travaux que je vais vous résumer, parce qu'ils sont assez complexes à exposer, montrent qu'en fait les deux sont importants.
Donc BAC1 est structurellement, fonctionnellement homologue à la protéine NRF2. Elle appartient à la famille cap and color de facteurs de transcription. Il s'hétérodymérise avec MAF pour bloquer les gènes cibles, mais sa régulation est en partie indépendante de NRF2. Et il est également sensible au stress oxydant, mais on va le voir d'une autre manière, entre autres à l'EM, donc cette structure avec un noyau de porphyrine et un atome de fer, on va en reparler, qui est capable d'avoir un effet direct sur BAC1, à la fois en bloquant sa liaison à l'ADN, en induisant son export dans le cytoplasme, mais surtout en induisant sa dégradation. Et ceci peut être montré ici. Vous voyez, si on traite avec de l'EM, on va induire la dégradation de BAC1. Et BAC1 étant un répresseur, on va être au fond capable d'activer la transcription d'un gène cible, comme ici l'EM oxygénase. Et cette transcription de l'EM oxygénase survient en l'absence de modification de la stabilité de NRF2. Donc on a vraiment un système à double contrôle dans lequel on peut soit stabiliser NRF2 par des méthodes qu'on a vues, soit avoir indépendamment un système de dégradation du récepteur qui va conduire également à des effets de signalisation. Donc, j'ai dit que la dégradation de BAC1 est essentiellement induite par l'EM, ce qui joue un rôle évidemment important dans l'homéostasie du fer. Et puis, de manière importante, il existe des gènes prométastatiques qui sont directement sous la dépendance de BAC1. Et sans rentrer dans les détails, il y a toute une série d'activités de BAC1 qui vont favoriser cette migration de cellules individuelles en dehors de la tumeur, leur survie dans le milieu conjonctif, leur invagination à l'intérieur des vaisseaux, leur survie et finalement leur colonisation à distance. L'ensemble de ce procédé est en fait sous la dépendance de BAC1 plus que sous la dépendance de NRF2. C'est des papiers dont j'ai rapidement parlé l'an dernier dans le cours. Et donc ceci a conduit à revisiter finalement la mécanistique fine de l'effet des mutations de KEAP1. Donc ça c'est symboliser un poumon, une cellule du poumon normal. Donc KEAP1 se lie et dégrade NRF2 et donc l'EM oxygénase est peu activée. Du coup il y a beaucoup d'EM et cet EM va agir directement sur BAC1 pour le dégrader. Maintenant, que se passe-t-il si on est dans la situation d'une tumeur du poumon dans laquelle KEAP1 est muté? Eh bien, à ce moment-là, on va avoir une très forte activité de NRF2. L'EM oxygénase est l'une des cibles majeures de NRF2 et donc on va avoir extrêmement peu de concentration d'EM. L'EM libre devient extrêmement faible et du coup, eh bien, BAC1 se retrouve stabilisé par absence de dégradation et ceci va conduire donc à la transcription de ces gènes prométastatiques qui sont spécifiques de BAC1. Donc c'est un exemple qui a été décortiqué à travers des modèles de souris complexes et très élégants mais complexes et sur lesquels je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui suggèrent que finalement l'hyperactivation de NRF2, le pouvoir métastatique associé à l'hyperactivation de NRF2 passe en partie par la stabilisation de BAC1 et l'effet de ces gènes prométastatiques. Donc, pour conclure cette première partie générale sur les ROS et le cancer, vous voyez qu'on a évolué au fond en une trentaine d'années depuis le concept de déchets toxiques, finalement des produits de combustion incomplète de la mitochondrie, vers celui de régulateurs physiologiques clés. Mais ces régulateurs physiologiques clés peuvent s'emballer dans certaines circonstances pathologiques, et en particulier dans le cancer. Il existe des mécanismes de contrôle multiples, chimiques, métaboliques, transcriptionnels, qui sont tous très étroitement interconnectés, ce qui rend l'analyse parfois un petit peu difficile. Et on a donc une physiologie complexe, qui est une physiologie en voie de construction, entre autres grâce à des modèles animaux.
Le stress oxydant et les ROS constituent une forme centrale d'adaptation de l'organisme à de très nombreuses formes de stress. Il est contrôlé par un certain nombre d'acteurs importants, et en particulier, on a parlé de NRF2 et P53, avec des effets différents, mais qui sont seulement en partie élucidés. Et vous avez bien compris que aussi bien NRF2 que P53 vont être fréquemment mutés dans les cancers humains, traduisant donc l'importance de cette régulation par le stress oxydant dans l'homéostasie. On a vu un instant qu'il va y avoir un rôle important des ROS dans la transformation tumorale, avec des effets opposés aux différents stades de la maladie. Au début de la maladie, les ROS vont favoriser la croissance, et ensuite, ils vont au contraire s'opposer au développement de la tumeur. Et à partir de ces observations, on a développé des stratégies thérapeutiques multiples, initialement naïves, avec les approches de chimioprévention que je viens de vous présenter, qui ont eu des effets en fait tout à fait contraires à ceux qui étaient attendus. Mais au fur et à mesure qu'on comprend mieux cette physiologie, eh bien, on est en train d'avancer dans l'idée de pouvoir manipuler cette signalisation pour le bénéfice des patients. Et puis, ça, ce sera l'objet des deux cours suivants, un rôle important dans l'action de la radiothérapie et de la chimiothérapie, pour lesquels donc, les mutations du couple KEAP1-NRF2 ont un impact thérapeutique majeur, ce qui implique donc qu'il y ait une contribution propre des ROS aux effets thérapeutiques de ces deux modalités. Et on abordera à la fin du cours des possibles nouvelles approches pharmacologiques pour essayer de moduler ces voies, puisqu'elles sont manifestement importantes dans l'histoire naturelle de la maladie et également importantes dans des modalités thérapeutiques que sont la radiothérapie et la chimiothérapie, qui ont montré les preuves de leur efficacité clinique. Alors, je voudrais maintenant passer à la deuxième partie du cours qui touche à la ferroptose. Et d'abord, en vous disant que vous verrez que les références que je cite sont pour beaucoup d'entre elles des références qui sont sorties dans les 3 dernières années. Donc c'est encore un champ d'investigation considérable où il y a beaucoup de choses qui peuvent s'affiner, voire parfois changer, au fur et à mesure qu'on a des modèles de plus en plus fins. Et puis on va voir, en particulier avec les deux papiers dont je parlerai à la fin de ce cours, qu'il y a des opportunités thérapeutiques qui commencent à se dessiner à partir de ces travaux qui, pour la plupart, ont été menés dans des modèles animaux, comme essentiellement la souris, ce qui peut poser des questionnements sur la relevance précise à la situation humaine dans ces cas-là. Donc, en introduction, on peut dire que c'est une forme particulière de mort qui est différente de l'apoptose et qui va être déclenchée par un déséquilibre aigu du redox. C'est une mort qui nécessite du fer, d'où son nom de ferroptose, et c'est une mort qui fait appel à l'oxydation des acides gras de la membrane, et c'est une des formes de toxicité aiguë des radicaux OH- dont on a parlé dans le cours précédent. Alors, quelques considérations morphologiques qui distinguent finalement cette ferroptose de l'apoptose, de l'autophagie ou de la nécroptose. Je vais aller assez rapidement. Pour la ferroptose, les critères morphologiques sont essentiellement une atteinte mitochondriale première, avec une diminution forte du nombre des crêtes. Ils sont une des caractéristiques, une des signatures de l'activité mitochondriale et en particulier des transports d'électrons. Et puis, à un moment donné, une rupture de la membrane mitochondriale externe dans une situation où les structures nucléaires apparaissent encore normales. Et ça, évidemment, ça distingue complètement la ferroptose de l'apoptose, pour lesquelles, là, c'est la fonte du volume cellulaire et surtout du volume nucléaire, l'agrégation de la chromatine, la formation des corps apoptotiques qui sont observées avec des structures mitochondriales qui sont initialement conservées.
L'autophagie va se caractériser par une prolifération des autolysosomes avec leurs 2 membranes qui vont digérer toute une série de composants cellulaires. Et puis la nécroptose se manifeste plutôt par une rupture première de la membrane cellulaire avec un noyau qui est essentiellement intact. Et au niveau des caractéristiques biochimiques de ces différents types de morts. Dans l'apoptose, on a classiquement la fragmentation de l'ADN du fait de l'activation de ces enzymes de dégradation du patrimoine génétique. Pour l'autophagie, on va avoir une augmentation très forte de l'activité des lysosomes, une perte d'ATP dans la nécroptose. Et en fait, ce que l'on voit dans la phéroptose, c'est une accumulation de fer et également une peroxydation des lipides. Alors, assez rapidement, encore une fois tiré d'une revue récente, un historique finalement de ce qu'on a pu apprendre de la phéroptose. Alors en fait, ça commence avec une observation de toxicité aiguë du glutamate sur un certain nombre de cellules. On verra tout à l'heure pourquoi. Et secondairement, on peut observer, quelques années après, que cette mort induite par le glutamate, elle est en fait fortement diminuée par des antioxydants, suggérant donc qu'il y a une contribution de l'équilibre redox à cette mort. Quelques années encore après, on découvre un produit, l'érastine, qui va induire une mort qui a les mêmes caractéristiques. Et on va voir qu'en fait, cette érastine, elle inhibe le canal qui permet d'internaliser la cystéine pour fabriquer du glutathion dans la cellule. Quelques années encore après, on a un produit qui est identifié, le RSL3, dont on va voir qu'en fait, c'est un inhibiteur de l'enzyme dont je vous ai déjà parlé dans le cours précédent, la glutathion peroxydase de type 4, GPX4. Et entre-temps, Dixon va définir cette mort phéroptotique associée à ces modifications du redox nécessitant du fer. Et très rapidement après, on voit qu'effectivement, GPX4 est absolument essentiel dans la phéroptose, que ce composé inhibe GPX4. On découvre à peu près au même moment les premiers inhibiteurs de phéroptose, qui sont des substances qui ont la capacité de bloquer, de titrer les radicaux oxygénés. Et puis à partir de là, dans cette dernière dizaine d'années, les choses s'accélèrent à toute vitesse. On va montrer que P53 contribue à la phéroptose et que c'est un des déterminants des effets antitumoraux de P53. On trouve que des protéines qui vont être impliquées dans l'homéostasie du fer vont avoir également un rôle sur la phéroptose. Et chose importante, vous voyez là en 2017, on découvre qu'en fait, un certain nombre de cellules isolées, en particulier ce qu'on appelait les drug tolerant persister cells, donc les quelques cellules cancéreuses ou leucémiques qui restent après un traitement anticancéreux, qui sont effectivement les cellules dont on veut absolument se débarrasser, eh bien ces cellules sont en fait résistantes au traitement, résistantes à la chimiothérapie, mais elles sont extrêmement sensibles à la phéroptose, ce qui a bien sûr ouvert des options thérapeutiques importantes. Et même chose, c'est en fait essentiellement le même concept ici. Et puis à partir de là, eh bien, on commence à définir également le rôle de la phéroptose dans les interactions cellulaires. Entre-temps, on découvre aussi cette protéine FSP1, Phéroptosis Suppressor Protein 1, dont on reparlera plus tard dans le cours. Donc, vous voyez une recherche qui s'accélère et qu'on peut résumer donc de la manière suivante. Elle a été découverte à travers des cribles de petites molécules qui étaient capables d'induire une mort rapide. Et cette mort n'avait pas des caractéristiques morphologiques qui étaient bien connues à l'époque de l'apoptose. Donc c'était une mort différente qu'on a appelée phéroptose. Qu'on a des systèmes de protection spécifiques par des protéines maîtresses, et on en a cité deux, une glutathion peroxydase et Phéroptosis Suppressor Protein 1, et également une contribution extrêmement importante de l'homéostasie redox, puisque l'import de la cystéine va être un thème commun
de tous ces différents mécanismes. Hein. En particulier, l'érastine va bloquer l'import de la cystéine. Et comme je vous l'ai expliqué dans le cours précédent, s'il n'y a pas d'import de la cystéine, on ne peut pas fabriquer du glutathion. Ou du moins, on le fabrique beaucoup moins bien. Et c'est ça qui explique cette induction de la ferroptose, impliquée dans les effets anti-oncogéniques de P53, entre autres parce que P53 contrôle justement ce complexe d'import de la cystéine. Il existe une sensibilité particulière des cellules tumorales, en particulier des cellules tumorales isolées, sensibilité qui n'est pas très bien comprise, mais qui évidemment potentiellement est cliniquement extrêmement importante. Une implication dans les tumeurs in vivo, c'est justement une des conclusions de ces 2 papiers sortis dans Nature la semaine dernière, qui établissent ça de manière extrêmement ferme. Une modulation de la réponse immunitaire et un champ extrêmement actif de recherche et de découverte. Alors, une diapo qu'on avait déjà vue dans le cours précédent, c'est probablement la forme la plus claire de toxicité aiguë des radicaux OH-, à travers leur capacité à détruire des lipides membranaires. Et si on prend donc l'évolution de la ferroptose, vous voyez qu'on va avoir un phénomène qui est auto-amplifié, c'est une de ses caractéristiques chimiques, avec quelques acides gras touchés, et puis une accélération de ce processus qui va se traduire par des dysfonctionnements des canaux, et en particulier piezo-1 ou la NAK-ATPase, anomalie des échanges ioniques de part et d'autre de la membrane, grossissement de la cellule du fait de ces échanges ioniques, formation de micro-trous qui vont accélérer, là encore une fois, énormément le passage d'ions et d'eau. Et puis finalement, la cellule éclate. Elle éclate parce qu'elle a trop grossi et que par ailleurs, ceci est associé à une rigidification de la membrane. Et c'est cette rigidification de la membrane induite par l'oxydation de ces lipides qui est responsable de sa destruction. Alors, le noyau dur, si j'ose dire, c'est qu'il faut 3 choses pour faire de la ferroptose. Il faut du fer, il faut de l'oxygène pour créer des radicaux oxygénés, et puis il faut des lipides, et en particulier des lipides polyinsaturés qui vont être plus sensibles à cette oxydation. Donc des lipides oxydables. Ceci est régulé par un certain nombre de mécanismes, le métabolisme, des signalisations et la transcription. Et puis on a des gardiens, des protecteurs qui vont bloquer en permanence ce système. Ces protecteurs, c'est le NADPH dont vous vous souvenez du cours précédent qu'il est indispensable pour régénérer le glutathion, c'est le glutathion lui-même, et puis ce sont des protéines qui vont coupler cet effet réducteur du glutathion ou du NADPH, GPX4, FSP1 et quelques autres qui vont en permanence bloquer ce mécanisme et réduire les lipides qui ont été oxydés dans la membrane. Donc ça, c'est le schéma général. Alors, un tout petit peu de chimie, très brièvement, pour dire que tout commence sur cet acide gras polyinsaturé par la capture d'un proton, et cette capture d'un proton va créer un radical qui va être attaqué par l'oxygène, qui va donner naissance à ce peroxyde. Et la réaction de ce peroxyde va impliquer un autre acide gras et va en fait réinitier le processus. C'est donc un processus qui est auto-amplifié, c'est une réaction en chaîne, et c'est pour ça qu'elle est si dangereuse, parce qu'elle peut devenir explosive. Et en l'absence de contrôle de cette première réaction par les systèmes de protection dont on a parlé, eh bien, on va avoir un système qui va très rapidement dérailler du fait de ce côté auto-activé, qui vous est représenté dans une revue ici de Rafael Rodriguez, qui est un grand spécialiste de ces questions, qui travaille à l'Institut Curie, qui représente ceci de la même manière, mais surtout pour montrer finalement à quel endroit vont agir ces 2 protéines protectrices, FSP1, qui par l'intermédiaire du coenzyme Q va pouvoir moduler ce radical peroxyle, ou GPX4 qui va pouvoir agir directement sur la forme peroxydée pour la neutraliser.
Donc, si on reprend ce schéma général, tiré là aussi d'une revue récente dans Nature Cancer, au fond, qu'est-ce qu'il faut pour faire de la ferroptose? Il faut du fer, et on va voir comment est-ce que ce fer est contrôlé dans la cellule. Il faut ensuite les bons types d'acides gras, et ce sont les acides gras polyinsaturés, qu'on appelle les PUFA, par opposition aux acides gras monoinsaturés, MUFA. Cet équilibre entre les deux types de lipides va être un régulateur extrêmement important de la sensibilité à la ferroptose de ces cellules. Et puis, ceci va donc conduire ou pas à la peroxydation. Et puis, il y a toute une série de systèmes de protection. On a parlé de GPX4 qui nécessite donc du glutathion. Et ce glutathion lui-même nécessite l'import de la cystine à l'intérieur de la cellule pour être capable de générer suffisamment de glutathion. Et donc, historiquement, les premières molécules dont on a pu montrer par des cribles chimiques qu'elles produisaient ce type de mort étaient soit des inhibiteurs directs de GPX4, soit des inhibiteurs de ce système X qui va permettre donc d'exclure le glutamate et de capter la cystine. Et ceci vous explique d'ailleurs des observations historiques dans lesquelles un excès de glutamate allait empêcher l'import de la cystine et donc allait favoriser cette ferroptose. Alors il y a d'autres petites molécules dont on parlera très brièvement, mais il faut que vous sachiez qu'elles existent. Outre le coenzyme Q dont on a parlé, qui est contrôlé par FSP1, il y a aussi la vitamine K, la vitamine E, on en a parlé, c'est elle qui est associée à une détérioration clinique en fait, chez les patients quand elle est donnée à trop forte dose. Et puis, il faut du glutathion ou du NADPH. Et on verra que NRF2 contrôle non seulement la formation du glutathion, on en a parlé dans le cours dernier, il conditionne aussi la synthèse du NADPH, et puis on va voir qu'il régule également le métabolisme du fer. Donc cette capture et cette métabolisation du fer, elle est également contrôlée par NRF2. Donc quelques mots sur le fer. Là encore, une image tirée de la revue de Rafael Rodriguez dans Molecular Cell. Donc le fer est un élément chimique qui est extrêmement sensible à l'oxydation. Et la cellule a utilisé finalement ses capacités oxydoréductrices du fer pour l'incorporer dans toutes sortes de fonctions dans lesquelles cette capacité d'oxydoréduction était nécessaire. Alors la plus connue, bien sûr, c'est le transport de l'oxygène par l'hémoglobine. Mais à l'intérieur de la cellule, eh bien, on utilise le fer pour faire tourner la chaîne respiratoire avec les fameux complexes fer-soufre des protéines de la chaîne respiratoire. Le fer est également nécessaire dans l'assemblage des ribosomes et puis un impact extrêmement important aussi sur la régulation épigénétique à travers des enzymes comme des dioxygénases qui sont des histones déméthylases, les enzymes TET. Toutes ces enzymes utilisent du fer comme cofacteur du fait de ses capacités d'oxydoréduction. Alors, bien entendu, pour ces fonctions extrêmement fines, il faut avoir une régulation extrêmement étroite du fer libre, finalement, qu'on appelle le labile LIP pour labile iron pool. Et évidemment, du point de vue chimique, c'est lui qui va être actif, et donc c'est lui qui va être régulé d'une manière extrêmement fine par toute une série d'étapes avec du stockage par la ferritine intracellulaire, des systèmes de capture et d'endocytose et des systèmes de dégradation de ce fer capturé dans le milieu extérieur, essentiellement dans des lysosomes, et puis également un système d'export quand il faut diminuer la quantité de fer intracellulaire. Alors voilà une autre diapo qui détaille les différents types, les différentes méthodes que la cellule a de capturer du fer à l'extérieur de la cellule. La capture dans des lysosomes, dégradation de ces complexes protéiques,
libération du fer et puis titration du fer intracellulaire par cette ferritine cytosolique qui va permettre de maintenir finalement ce pool de fer libre qui est celui qui va pouvoir participer aux réactions de peroxydation des lipides à travers cette fameuse réaction de Fenton. Alors, il y a également un complexe mitochondrial, une ferritine mitochondriale qui va permettre de réguler le stock de fer à l'intérieur de la mitochondrie. Et de manière importante, les chélateurs du fer, ces substances chimiques qui sont capables de se lier au fer et à l'inactiver, vont avoir un effet majeur sur le contrôle de la ferroptose. Dernière diapo sur le fer, juste pour vous dire que dans tout ce métabolisme du fer, vous voyez qui vous est représenté encore ici, eh bien, il y a toute une série d'étapes qui sont représentées ici en rose, qui sont sous la dépendance transcriptionnelle du complexe NRF2. Donc NRF2 va réguler la synthèse de glutathion, va réguler la synthèse de NADPH, mais il va également moduler la disponibilité du fer, entre autres à travers la dégradation de l'hème par l'hème oxygénase dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est donc un élément extrêmement important dans le contrôle de la ferroptose que la signalisation NRF2 de base. Et évidemment, les mutations qui vont conduire à une dérégulation de cette activité vont avoir un impact sur la signalisation du fer. Alors, on va faire une pause de quelques minutes pour me permettre de boire un peu et puis vous de poser un peu avant de passer aux effecteurs et à la régulation. Alors, on va reprendre en nous intéressant aux effecteurs de la ferroptose. Et donc, les effecteurs, ce sont ces lipides membranaires avec cette réaction auto-amplifiée qui doit toujours être contrôlée et inhibée. En fait, une bonne image pour représenter ça, probablement celle d'un incendie. Un incendie, il ne faut mieux pas que ça commence. Une fois que ça a commencé, c'est très difficile à éteindre. Donc, la nature exacte des lipides et de leur environnement membranaire sont très importants. Et comme je vous l'ai dit déjà, les lipides polyinsaturés, les PUFA, sont plus sensibles, beaucoup plus sensibles que les autres à cette peroxydation. Pardon. Et il faut savoir que les lipides membranaires sont inégalement répartis entre les différentes cellules et les différents compartiments cellulaires, et que ces profils lipidiques sont très variés, modifiables par des conditions externes, comme le développement ou le stress, en partie par l'expression des enzymes de synthèse qui vont favoriser ou pas la synthèse de ces acides gras polyinsaturés. Et on verra à la fin de ce cours qu'au fond, ça oblige à des considérations extrêmement précises, en particulier quand on va étudier ce phénomène de ferroptose in vivo, essentiellement dans des modèles de souris. Eh bien, ça veut dire que le régime alimentaire que la souris prend, le type de lipides, est extrêmement important, et donc ces questions, la présence de sélénium aussi qui va favoriser l'activité des glutathions peroxydases, le diable est dans les détails et le régime est extrêmement important. Le stress également, on verra que le sexe est également important, qu'il y a une influence des hormones sexuelles dans certaines circonstances sur cette ferroptose. Et effectivement, on ne verra pas dans le détail, mais il a été montré de manière assez claire que certaines enzymes de biosynthèse des acides gras polyinsaturés sont directement impliquées dans la sensibilité à la ferroptose. Et puis, il ne faut pas oublier qu'une cellule, c'est un ensemble de membranes assez complexe. Vous avez bien sûr la membrane plasmique, mais vous avez aussi la membrane nucléaire, vous avez les peroxysomes, vous avez le réticulum endoplasmique, vous avez les mitochondries. Tout ça sont des membranes, et chacune de ces membranes va avoir des compositions différentes, et elle va avoir des sensibilités à la ferroptose qui vont également être différentes. Et donc, on connaît des situations, des choses que Raphaël Rodriguez a beaucoup étudiées,
ou dans certaines circonstances, on sait que la ferroptose commence dans le lysosome, mais dans d'autres, on pense qu'elle commence dans la mitochondrie. Mais après, il faut bien réaliser que une fois que cette réaction de peroxydation est lancée, elle va se transmettre vraiment comme un incendie à d'autres compartiments de la cellule, et elle peut même se propager aux cellules voisines, y compris d'ailleurs dans le cas des tumeurs, au stroma tumoral. On en touchera un mot. Alors, qu'est-ce qui va moduler cette sensibilité à la ferroptose? Vous l'avez compris, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'à partir du moment où on parle des contenus en graisse, eh bien, ces contenus en graisse, en type de lipides, en état d'oxydation des lipides, va être extraordinairement variable d'une cellule à l'autre, dans des conditions, encore une fois, de culture, d'alimentation. Et il a été montré quand même que les cellules cancéreuses isolées, des cellules qui ont subi cette transition épithélio-mésenchymateuse, dont on pense que c'est un des déterminants de l'extension de la tumeur à travers donc, ce changement d'état épigénétique, l'arrêt du cycle cellulaire rend beaucoup plus sensible à l'inhibition de GPX4 et à l'activation de la ferroptose. Alors ça, évidemment, ce sont des données essentiellement ex vivo. In vivo, c'est assez difficile à étudier, même si c'est extrêmement important. Et donc, il y a de nombreuses propositions dans la littérature qu'effectivement, les cellules souches cancéreuses, les persister cells, seraient plus sensibles à la ferroptose que les autres, ce qui évidemment soulève des espoirs thérapeutiques importants. Et pose en même temps au niveau biologique une question fondamentale qui est de savoir quelle est la base biologique de cette spécificité. Et puis, vous l'avez compris, et c'est une des difficultés du domaine, c'est que beaucoup de ces expériences ont été faites dans des cellules en culture, dans des milieux qui sont à très fort taux d'oxygène, et en fait, des études avec des cellules primaires in vivo en sont encore qu'à leur début, et on en verra quelques illustrations tout à fait dans les dernières diapos de cette présentation. Donc, quels sont les modulateurs ? Bien, si on reprend, on part d'abord de cet élément fondamental qui est ce canal d'échange entre le glutamate et la cystine qui va permettre de fournir la cystéine qui va permettre de fournir le glutathion, dont vous vous rappelez qu'il existe sous un état oxydé ou réduit et que ceci est dépendant de la présence et de la biodisponibilité du NADPH. Et ceci va permettre donc à cette glutathion peroxydase, GPX4, de bloquer cette peroxydation des membranes. Le pool de fer libre va évidemment participer par la réaction de Fenton à la formation du radical OH- à partir de l'H2O2, mais il y a d'autres éléments qui sont importants. La protéine dont on a parlé tout à l'heure, FSP1, ferroptosis suppressor 1, qui ne passe pas par le glutathion, qui agit directement avec le NADPH et qui va permettre de maintenir un pool de coenzyme Q dans son état réduit, ceci participant donc à cette épuration des peroxydes membranaires. Et puis on en parlera très rapidement, la DHODH, qui au niveau de la mitochondrie va avoir ce même effet sur le coenzyme Q qui va permettre assez spécifiquement de protéger les membranes mitochondriales de leur peroxydation. Donc, parlons de ces modulateurs. Le pool de fer libre va dépendre, on l'a vu, du statut d'activation de NRF2. Il va pouvoir être ciblé par des chélateurs du fer. On en connaît plusieurs types. Historiquement, la première enzyme qui a été étudiée, c'est la glutathion peroxydase GPX4, qui a été découverte initialement par des cribles chimiques, puisque c'était la cible de cette petite molécule qui était capable de bloquer sa fonction et d'induire presque immédiatement la mort par ferroptose. Et ensuite, elle a été validée par extinction génétique. Donc,
GPX4 protège les membranes plasmiques et mitochondriales. Son rôle est essentiel et d'ailleurs, si on fait une inactivation génétique de GPX4 chez la souris, eh bien, la souris n'est pas viable, probablement parce qu'elle va détruire ses membranes dès la vie embryonnaire. Par ailleurs, c'est une sélénoprotéine. Vous vous souvenez peut-être que dans le cours précédent, on a vu que ces glutathions peroxydases avaient un site actif qui faisait appel à un atome de sélénium. Et effectivement, c'est cet atome de sélénium qui est ciblé par ce petit composé. Les atomes de sélénium sont relativement rares dans l'organisme, et donc on peut imaginer que ça constitue une bonne cible pharmacologique. Mais ça pose de problèmes, bien entendu, de l'index thérapeutique et de l'impact sur les tissus normaux, puisque de toute évidence, si GPX4 est indispensable à la survie de la plupart des cellules normales, eh bien, si vous voulez l'inactiver dans la tumeur, vous allez également l'inactiver dans les cellules normales, avec toutes les conséquences fâcheuses que ça va avoir. Et enfin, on l'a vu extensivement, GPX4 utilise du glutathion, et donc il faut qu'il y ait une quantité suffisante de glutathion pour pouvoir bloquer la ferroptose. Et donc toute chute brutale du niveau de glutathion va s'accompagner d'une inactivation de ce système et de la ferroptose. Alors le second élément de régulation essentiel, c'est ce canal d'échange glutamate-cystine, qui va permettre donc d'enrichir la cellule en cystine. Et ce système, historiquement, est celui qui était bloqué par l'érastine. Il peut être bloqué également par une autre petite molécule qui s'appelle le sorafénib. Et ça va induire une mort GPX4 dépendante. Il peut également être bloqué par la sulfasalazine, qui est un antibiotique qui a cet effet en plus. Et ce canal est directement ciblé par P53. Et donc P53 est capable de provoquer une mort ferroptotique, en fait, en rendant la cystéine limitante à l'intérieur de la cellule. Et puis, ensuite, pour fabriquer bien ce glutathion, on va avoir un contrôle transcriptionnel du métabolisme par NRF2 ou par P53, de manière à maintenir suffisamment de NADPH pour pouvoir maintenir le glutathion réduit. Alors, sans vouloir rentrer dans les détails, tiré d'une récente revue dans Trends in Cell Biology, montrant en fait dans des cellules souches, et là, dans ce cas-là, il s'agit de cellules souches hématopoïétiques, quel est ce métabolisme du NADPH? Eh bien, le NADPH, il vient principalement de ce qu'on appelle le shunt des pentoses phosphates, donc dans la dégradation du glucose, qui va donc produire massivement du NADPH de manière à pouvoir générer très rapidement du pouvoir réducteur, ou par l'oxydation des acides gras, le FAO, qui là aussi va permettre de provoquer du NADPH. Et en fait, dans les cellules souches hématopoïétiques, comme dans la plupart des cellules souches, je vous ai dit qu'il y avait des taux extrêmement élevés de glutathion pour protéger ces cellules qui sont censées vivre extrêmement longtemps du stress oxydant. Eh bien, ces cellules donc, ont des taux très importants de NADPH et de glutathion, et une organisation du métabolisme qui va favoriser cette production de NADPH de manière à pouvoir assurer ce contrôle du stress oxydant. Et donc tout ceci va faire appel, sous l'impulsion de NRF2 et de P53, à un remodelage du métabolisme général qui doit se mettre en position de fabriquer suffisamment de NADPH. Ceci étant d'ailleurs extrêmement lié avec des événements d'oncogénèse. Et dans des situations où NRF2 est activé de manière extrêmement forte, on sait qu'on fait on crée une dépendance à la glutamine, parce que la glutamine, dans ces circonstances-là, va aussi permettre de fabriquer du NADPH. Donc ça, c'était ce qui touchait le couple, finalement, GPX4 et glutathion. Mais il y a d'autres systèmes. Et donc, le deuxième système dont on va parler, c'est ce système FSP1, donc une enzyme qui est ancrée
dans la membrane, qui est une NADPH oxydorésultase. Donc vous voyez que cette enzyme-là ne fait pas appel au glutathion, elle va utiliser directement le NADPH et elle va permettre de réduire le coenzyme Q. Elle va également pouvoir agir sur d'autres composés comme la vitamine K, et ça va protéger la membrane plasmique. Il y a également d'autres petites molécules qui sont des antioxydants directs, qui font partie de ces petites molécules qui peuvent directement se lier et titrer les radicaux OH-, la vitamine E, et puis des composés qui sont des dérivés du cholestérol, ou un autre composé qui s'appelle BH4, qui vous sont représentés ici avec ces dérivés donc, de la chaîne du cholestérol, de la 7-DHC, qui est capable là aussi de neutraliser directement ces lipides oxydés, et idem pour BH4 ou la vitamine C. C'est également là qu'on va voir l'action de la vitamine E, et puis de quelques petites molécules qui sont bien connues pour être des agents neutralisant le redox, qui sont capables donc de neutraliser ces radicaux libres, dont composé qui s'appelle LIP1, dont on parlera un peu plus tard dans ce cours, qui est un moyen classique ex vivo de bloquer la ferroptose, qui est un inhibiteur endogène de ferroptose. Alors, encore un mot sur le troisième système de protection que j'ai mentionné. Donc, cette enzyme, la DHODH, une enzyme ancrée dans la membrane interne de la mitochondrie et qui a donc cette fonction inhabituelle dont on a déjà parlé dans les cours des années précédentes, de permettre la synthèse de précurseurs de nucléotides. Vous voyez qu'on est sur les précurseurs de l'UMP et du NTP, et qui est couplé à une réduction du coenzyme Q à l'intérieur de la membrane. Et donc là, on a un carrefour métabolique intéressant qui n'est pas encore totalement compris entre finalement la synthèse des nucléotides, qui va permettre donc la croissance cellulaire, et le contrôle de l'intégrité de la membrane mitochondriale, avec donc une action de protection de la ferroptose, en particulier en synergie avec FSP1, mais de manière intéressante, finalement, une protéine qui est à la croisée des chemins entre deux mécanismes complètement différents, qui sont d'un côté la synthèse des nucléotides pour permettre à la cellule de pousser, et d'autre part le maintien de l'intégrité de la membrane mitochondriale grâce à la réduction du coenzyme Q. Alors, vous vous souvenez peut-être, pour ceux d'entre vous qui avaient assisté à mes cours l'an dernier, de cette image que j'ai montrée souvent, qui est un système extrêmement élégant dans lequel on a pu introduire un oncogène qui va immortaliser des progéniteurs hématopoïétiques, et on cherchait à faire un crible de différenciation. Et par l'intermédiaire d'un système très, très élégant, en fait, où des marqueurs de différenciation étaient couplés à l'expression d'une protéine fluorescente, on pouvait voir, au fond, sur des cribles chimiques de très grande envergure, vous voyez, des cribles de 300 000 composés, on a pu identifier des composés capables d'induire la différenciation de ces cellules leucémiques. Et de manière extrêmement intéressante, 12 composés ont été identifiés, et de mémoire, je crois que 11 composés sur 12 étaient des inhibiteurs de cette enzyme DHODH. Et vous voyez qu'on a une induction très rapide, complète, de différenciation terminale, simplement par l'interruption de la synthèse des nucléotides, avec donc cette idée que pour une cellule leucémique, le simple arrêt de la production de nucléotides va conduire au fond, à une activation de cette voie de différenciation, qui est probablement une voie qui est utilisée par voie de défaut. Eh bien, ça oblige maintenant à revisiter, au fond, cette observation classique, qui a été confirmée depuis, en montrant que cette enzyme, DHODH, est vraiment au carrefour entre
le métabolisme de la glutamine, l'intégrité de la mitochondrie et la synthèse des nucléotides, et donc que c'est une enzyme qui est importante comme carrefour et probablement comme couplage entre ces deux types pourtant complètement différents de réponses biologiques. Donc j'ai pas mal insisté sur cette complexité de l'étude de la ferroptose, et donc j'ai choisi, surtout pour ceux d'entre vous qui êtes impliqués dans des démarches expérimentales, et je vois qu'il y a quelques étudiants dans la salle, une revue récente encore, vous voyez, sortie cette année, quelles sont les recommandations pour faire des bonnes études. Quand on dit bonne, on veut dire importante, robuste et reproductible sur la ferroptose. Et donc, c'est un collectif d'experts en fait qui a écrit des recommandations en disant en gros ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour arriver à avoir des expériences qui soient importantes, qui aient de l'impact et qui soient reproductibles par d'autres laboratoires. Ils insistent énormément sur les systèmes in vivo, tout en disant que ces systèmes in vivo sont difficiles à construire et difficiles à utiliser, qu'il faut être dans des systèmes parfaitement définis, comme des souris agéniques. Il faut parler du sexe, parce qu'on sait qu'il y a des effets œstrogéniques. Et il faut parler de l'environnement redox, ce qui implique évidemment les conditions d'oxygénation, le métabolisme, et puis quand on parle d'animaux, par exemple, le régime, parce que le régime alimentaire peut être extrêmement varié en vitamine E, il peut être varié aussi en sélénium. Vous vous rappelez que le sélénium rentre dans la composition des glutathions peroxydases. Donc si on a un régime qui est carencé en sélénium, eh bien, les glutathions peroxydases ne vont pas fonctionner de manière correcte. On va donc favoriser la ferroptose. La composition en lipides, vous avez compris que l'équilibre entre les lipides saturés ou insaturés est extrêmement important. Et bien entendu, cette composition lipidique des cellules et des membranes, elle va être extrêmement dépendante du régime alimentaire. Et donc toutes ces conditions doivent être extrêmement bien définies. Pourquoi? Parce qu'un régime riche, pauvre en sélénium, pauvre en vitamine E ou des conditions de faible densité cellulaire, des cellules isolées, vont être extrêmement sensibles à la ferroptose, alors qu'à l'inverse, on va avoir une résistance à la ferroptose si on a beaucoup de sélénium, beaucoup de vitamine E ou des cellules à haute densité. Et donc, quand on étudie maintenant des lignées des systèmes cellulaires, eh bien, il faut faire très attention à des considérations toutes simples, comme le type de sérum de veau fœtal qu'on utilise, la concentration, quelle est sa charge en vitamine E, quelle est sa charge en lipides, quelle est sa charge en sélénium. Tout ça, ce sont des considérations qui sont importantes, mais complexes, puisque les lots cliniques, si j'ose dire, de sérum de veau fœtal sont extrêmement différents dans leur composition. La densité cellulaire et puis les additifs à la culture cellulaire, comme la glutamine, le pyruvate, le glucose, tout ceci, évidemment, va contrôler de manière majeure la manière dont ces cellules vont pousser et la sensibilité qu'elles vont avoir, finalement, à la ferroptose. Et donc, toujours la même revue propose, au fond, une espèce de code de bonne conduite avec un minimum de contrôle à avoir, avec des recommandations méthodologiques dans différents systèmes biologiques, comme de démontrer la manière de démontrer la mort, les recommandations pour l'utilisation d'inhibiteurs de ferroptose, comme la molécule LIP1 dont on a parlé tout à l'heure, et puis des choses qui ne sont pas forcément accessibles à tous les laboratoires, mais d'avoir des expériences de lipidomique, c'est-à-dire de pouvoir démontrer directement par spectrométrie de masse la présence de lipides oxydés, de pouvoir directement démontrer qu'on a affaire à une oxydation des lipides. Et puis, finalement, des bonnes vieilles recommandations d'exclure aussi les autres types de morts, et on peut exclure les autres types de morts avec des inhibiteurs d'apoptose, des inhibiteurs de nécroptose, etc. Et donc, on va avoir un faisceau d'arguments à la fin qui va permettre de dire oui, effectivement, on est dans le cadre d'une mort ferroptotique et pas d'autre chose. Alors tout ceci, évidemment, est important, ça permet d'avoir de la science reproductible et qui a de l'impact, mais il faut bien réaliser que c'est extrêmement lourd au niveau expérimental, et donc ça complique singulièrement la tâche des chercheurs.
Alors, quel type de cellules cibler maintenant? Eh bien, il va y avoir en fait une extrêmement grande variabilité dans la sensibilité à la ferroptose, du fait tout simplement que eh bien, des cellules individuelles, surtout des cellules primaires, eh bien, chacune provient d'un linéage différent, et ce terme de cellule d'origine va conditionner toute une série de caractéristiques sur le métabolisme, sur la composition des lipides et autres. Il peut y avoir également une spécificité qui est liée au type d'activation oncogénique. Et donc, il a été montré, par exemple, que la surexpression de l'oncogène MYC, qui est impliquée dans certaines formes de lymphome, de leucémie, à travers des translocations, ou qui est impliquée dans beaucoup de cancers, eh bien, l'expression de MYC va s'accompagner d'une accumulation du fer. Et cette accumulation du fer, bien entendu, va sensibiliser à la ferroptose. On a pu montrer dans des cancers du poumon à petites cellules pour lesquels on avait des mutations de KEAP1 qu'elles étaient extrêmement dépendantes de la protéine FSP1. On va en reparler. Et il y a donc également des nombreuses dépendances métaboliques qui vont se traduire par des conséquences sur l'effet des ROS. Et également un effet sur l'environnement cellulaire. Je vous ai dit que la ferroptose, au fond, c'est quelque chose qui se propage un peu comme un feu à l'intérieur de la cellule et puis d'une cellule à l'autre. Ça a été montré par exemple dans les néphrons. Quand une cellule, sur un tube urinaire lié à un glomérule, eh bien, on a pu voir, ce sont des cellules qui sont extrêmement sensibles à la ferroptose, et on peut voir une propagation par continuité le long du tuyau, de cellule à cellule, de cette ferroptose qui va détruire finalement le néphron. Et donc, on a une grande sensibilité de l'environnement cellulaire. Il y a un rôle majeur de la ferroptose dans le blocage du processus métastatique. C'est probablement ça qui explique l'effet de la vitamine E sur le processus métastatique dont je vous ai présenté les données tout à l'heure. Et le passage dans le sang ou dans la lymphe, donc la sortie de la tumeur primitive pour passer soit dans le sang, soit dans la lymphe, va s'accompagner de changements drastiques du métabolisme et de l'oxygénation qui vont mettre en jeu des phénomènes de résistance ou de sensibilité à la ferroptose. Et en fait, il n'y a pas encore beaucoup d'études in vivo, parce que ces études sont difficiles, et elles commencent tout juste à sortir. Et donc, ce sont ces études, vous voyez, Nature 25, sortie la semaine dernière, donc vraiment dans la tradition du collège, de la science en train de se faire, même si ce n'est pas la nôtre. C'est des choses tout à fait nouvelles. Dans des adénocarcinomes pulmonaires qui sont fabriqués, si j'ose dire, par un allèle RAS et une mutation de P53, plus une expression constitutive de Cas9, et donc en transduisant des guides RNA, on est capable, avec une très grande efficacité, d'inactiver in vivo soit GPX4, soit FSP1. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'en fait, par la taille des tumeurs, donc ça, ce sont des sections de poumons, ce qui est tout noir, ce sont les tumeurs, et vous voyez donc que l'inactivation de FSP1 ou l'inactivation de GPX4 conduit à une diminution drastique du nombre et de la taille des tumeurs, traduisant probablement la mise en route de la ferroptose in vivo, cette fois-ci, dans le contexte physiologique, et donc le rôle de protection, finalement, que la ferroptose apporte au développement des tumeurs. Ce que vous est représenté sur cette figure, cette fois-ci, ce sont des cellules de ces tumeurs du poumon mises en culture primaire à l'extérieur, et vous voyez que l'inactivation de GPX4 par son inhibiteur, RSL3, va faire pas grand-chose au fond sur les cellules sauvages, mais si on a inactivé FSP1, vous voyez qu'à ce moment-là, l'inactivation de la croissance tumorale est majeure, il n'y a pratiquement rien qui résiste, illustrant donc le fait que sur des cellules primaires, on a bien une complémentation de ces deux systèmes, et que ces deux systèmes peuvent venir en sauvetage l'un de l'autre, que si GPX4 est défectif, eh bien FSP1 va pouvoir venir en contrôle,
Et il s'agit bien de ferroptose, puisque si on utilise un inhibiteur de ferroptose, LIP1, à ce moment-là, on voit que toutes les cellules ont pu pousser. Donc ceci, en utilisant des cellules primaires, dans leur contexte, démontre l'importance de la ferroptose dans le développement spontané de ces systèmes, de ces tumeurs pulmonaires. Bon, alors bien entendu, quand on a un aussi joli système en main, on va faire un peu de pharmacologie. Et donc, ce que les auteurs ont fait cette fois-ci, c'est que dans un contexte de tumeur FSP1-KO, ils vont montrer que la vitamine E, à forte dose, va avoir un effet d'inhibition de la ferroptose. Et donc, si on a un effet d'inhibition de la ferroptose, eh bien, la tumeur va pousser plus vite, beaucoup plus vite. Et c'est effectivement ce que les auteurs ont pu voir. Et ce n'est pas quelque chose qui touche à l'initiation, à la prise de greffe, si j'ose dire, puisqu'ils ont pris une astuce, au fond, où on laisse les tumeurs, après inoculation, se développer de la même manière. Donc, les 3 premières semaines sont identiques. Et puis, à un moment donné, on change le régime alimentaire. On passe à un régime alimentaire avec de très fortes doses de vitamine E. Et vous voyez qu'à ce moment-là, les tumeurs se mettent à pousser à toute vitesse. Ce qui traduit, encore une fois, l'inactivation de la ferroptose par ces fortes doses de vitamine E. Ceci, bien entendu, vous renvoyant à ce que j'ai montré un peu plus tôt dans le cours sur l'effet de la vitamine E à forte dose sur la mort dans des systèmes de tumeurs pulmonaires une dizaine d'années auparavant, et puis également ce qui avait été vu chez les patients, les fumeurs à haut risque de cancer du poumon, à qui on avait donné des fortes doses de bêta-carotène. En fait, c'est essentiellement la même chose qu'on observe ici. Et puis, ils peuvent montrer effectivement que cette fois-ci, si on a un inhibiteur de FSP1, donc inhibiteur de FSP1 va induire de la ferroptose in vivo, eh bien ceci est associé à une baisse forte de la croissance tumorale. Donc ce sont des expériences extrêmement élégantes qui montrent que le contrôle de la ferroptose dans de vraies cellules, dans un véritable organisme, est capable d'avoir un effet majeur antitumoral, même si vous constatez que cet effet majeur n'est pas un effet de guérison. C'est un effet sur la croissance, mais on n'est pour l'instant pas dans une situation où on arrive à éliminer complètement la maladie grâce à ces approches. Alors, ce que notent également ces auteurs, c'est que le niveau d'expression de FSP1, si ma mémoire est bonne, en ARN messager, est lié au pronostic dans les tumeurs humaines. Mais de manière importante, pour la conception de médicaments, contrairement à GPX4, FSP1 n'est pas une protéine indispensable. Autant une cellule normale a besoin de GPX4 pour vivre, ce qui veut dire que ce n'est pas une très bonne cible pharmacologique, parce qu'évidemment, on ne va pas avoir d'index thérapeutique. Mais ceci n'est pas vrai pour FSP1, qui est capable qui n'est pas indispensable chez une souris normale, et donc tout ça en fait un assez bon candidat pour être une cible pharmacologique, ce qui au fond voudrait dire d'essayer de trouver de meilleurs inhibiteurs de cette protéine qui soient capables maintenant non pas simplement de ralentir la croissance, mais même carrément de supprimer la survie de ces cellules tumorales. Alors dans le même numéro de Nature, une autre étude très complexe, et c'est pour ça que je n'ai pas voulu vous en montrer les détails, mais simplement les conclusions, utilisent des systèmes de mélanome, et ils vont séparer au fond des cellules de mélanome capables de créer des métastases en passant par le sang ou en passant par les ganglions. Et ils vont montrer par des séries de transplantations qu'en fait, la cellule capable de passer dans le sang et la cellule capable de passer dans la lymphe n'ont pas les mêmes caractéristiques biochimiques, et en particulier, elles n'ont pas les mêmes caractéristiques vis-à-vis du stress oxydant. Et pour simplifier un papier très complexe, dans l'environnement du ganglion lymphatique, il montre qu'il y a beaucoup moins, bien sûr, de fer et d'oxygène que dans le sang. Il y a à l'inverse beaucoup plus d'acide oléique,
donc, qui est un des MUFA, mono-unsaturated, donc a priori qui s'oppose à la ferroptose. Et ils vont montrer que ces cellules, arrivées dans l'environnement du ganglion, elles vont changer, elles vont reprogrammer complètement leur système de protection du stress oxydant. En particulier, elles vont downréguler NRF2, elles vont du coup perdre du glutathion, elles vont dégrader GPX4. Donc tout le côté finalement glutathion GPX4 va être largement inactivé. Et du coup, elles se retrouvent complètement dépendantes de FSP1. Et effectivement, dans ce système-là, c'est FSP1 qui compte. Et on a une apparition à une très forte dépendance de FSP1. Si on supprime FSP1, eh bien on va faire exploser le pouvoir... on va faire apparaître une dépendance à FSP1. Donc les inhibiteurs de FSP1 sont très actifs uniquement sur ces cellules capables de métastaser par voie ganglionnaire, mais pas sur la tumeur primaire et pas sur les métastases passant par le système sanguin. Et donc, ce qui illustre cette étude, c'est que la dépendance au système de protection du redox et à la ferroptose, elle est en fait extrêmement variable dans le temps et dans l'espace. C'est donc pas une caractéristique intrinsèque des tumeurs, mais c'est quelque chose qui va varier en fonction de la vie de cette tumeur, de savoir à quel endroit sont ces cellules tumorales, si elles sont dans la tumeur principale, si elles sont dans le sang ou si elles sont dans la lymphe. Ce ne sont pas les mêmes systèmes de protection qui rentrent en jeu. Donc, pour finir, je vous ai dit qu'il fallait comparer vraiment la ferroptose à un incendie, et donc cet incendie, il ne va pas seulement s'allumer dans la cellule, il ne va pas seulement s'allumer sur les cellules de même nature qui sont à proximité, mais il va également avoir un effet bystander, c'est-à-dire qu'il va diffuser enfin, de manière assez large dans toute la tumeur, et il va également pouvoir toucher le stroma non tumoral, et donc il y a pas mal d'études qui ont été faites pour montrer qu'au fond, cet effet de ferroptose, il va également contrôler la fonction des cellules péritumorales, et en particulier, bien sûr, des cellules de soutien et des cellules de système immunitaire. Et donc, il va y avoir en particulier un effet négatif assez fort sur les cellules dendritiques pour bloquer le processus de présentation antigénique. Et donc, une cellule ferroptotique va avoir une diminution de l'effet de l'immunité antitumorale et une mort qui n'est pas immunogénique. Et ceci va compliquer en fait l'interprétation, c'est ce qui est traduit dans cette revue là aussi parue cette année, que beaucoup des études sur l'impact de la ferroptose, à la différence de celle que je vous ai présentée, qui faisait appel à des systèmes de souris directement dans des souris, beaucoup des études qui ont été faites dans des modèles immunodéficients, et donc dans des modèles où il n'y a pas d'environnement immunitaire, il n'y a pas de réponse immunitaire à la tumeur. Et donc, jusqu'à présent, ces considérations techniques font qu'on n'a pas pu examiner l'effet de la ferroptose sur l'environnement immunitaire et sur la réponse immunitaire, ce qui constitue bien entendu une limitation importante de ces travaux. Ça, c'est juste la même chose en image, hein, montrant qu'une cellule cancéreuse ferroptotique va avoir des effets de modulation de l'environnement, et qu'à l'inverse, une fois que cet environnement devient lui-même ferroptotique, il va y avoir également là aussi des modifications dans un sens ou dans l'autre. Alors, en conclusion, il existe un niveau basal de ferroptose qui peut être contrecarré par plusieurs systèmes de contrôle. Il y a un grand besoin d'études in vivo avec des cellules primaires pour avoir une relevance de ces études, avec une difficulté technique qui est évidemment considérable. Il faut garder en mémoire, bien sûr, que malgré l'élégance de ces systèmes, on est toujours dans des systèmes de souris, et donc il faut toujours se poser la question de savoir dans quelle mesure est-ce que ces observations sont transposables à la pathologie humaine. L'exploration humaine est difficile,
Je ne veux pas dire qu'elle est impossible, mais elle est difficile. Et c'est un domaine en pleine explosion. Vous voyez que la moitié des références que j'ai citées datent de cette année, ce qui veut dire que si j'avais refait ce cours l'an prochain, ou si je refaisais ce cours l'an prochain, il est possible que je vous présente de nouvelles additions, de nouvelles avancées ou de nouvelles modulations de la manière dont on conçoit ce champ aujourd'hui. Et donc, dans le prochain cours, nous parlerons du stress oxydant dans le contexte de la chimiothérapie, dans le contexte de la radiothérapie. Et on verra que c'est peut-être une des clés de lecture. Quand j'étais à votre place sur les blancs de la faculté, on expliquait que la radiothérapie, la chimiothérapie, essentiellement, ça cassait l'ADN et que c'est par ces cassures de l'ADN qu'on allait avoir un effet thérapeutique. C'est probablement vrai, mais c'est certainement limitant. Et il est clair que l'impact sur le stress oxydant est également quelque chose dont il faut tenir compte, et avec des impacts considérables, comme vous l'avez compris, au niveau du régime. On a expliqué à une certaine époque qu'il fallait que pour la radiothérapie, c'était très bien de prendre beaucoup de vitamine E. Et puis on s'est aperçu après qu'en fait, effectivement, ça diminuait beaucoup les effets secondaires, mais qu'en diminuant les effets secondaires, on diminuait aussi les effets principaux et que les patients rechutaient beaucoup plus. Donc il y a une science fondamentale et clinique qui est à construire, et on se retrouve la semaine prochaine pour en parler.